Legendary. Raconte une histoire, écrit une légende, c'est Raconte une légende. Le podcast où on parle de la culture, l'art, les passions avec des invités qui ont fait, font et feront dans le futur. C'est toujours ton cinéma et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un super invité, Monsieur Pascal de Valkenir. Comment vous allez? Je veux bien, oui. Ça va? Une Je belle vais très journée bien. matinale. Ouais. On va parler de ce que vous faites. Ceux qui ont l'image le voient, vous êtes un chef. Mhm. Depuis maintenant, combien d'années? 40 ans 40 ans. Et j'ai vu Alors, pas chef depuis 40 ans, chef depuis 30 ans, on va dire. Mais, 30 ans. Ça fait pas mal. ouais, j'ai commencé il y a 40 ans. Et j'ai vu dans une interview que à l'université, vous aviez étudié ingénieur commercial. Non, j'ai essayé. Oui, vous avez... et que ça n'a pas été, et que votre père vous a poussé vers l'hôtellerie. Ouais. Vous pensez que si vous n'aviez pas été dans l'hôtellerie, vous auriez fait quoi? J'aurais pu être jardinier, j'aurais pu être menuisier, et je pense que j'avais besoin de créer quelque chose de mes mains. Ok. Et je pense que c'est ça qui m'a fait, qui a fait que j'ai accroché à la cuisine, à la restauration et au pouvoir de créer quelque chose qui vient de soi et quelque chose en fait qui est direct, qui est instantané. C'est très important pour moi, la création instantanée et le retour direct de ce qu'on a réalisé. Vous avez accroché directement ou pas? Non, Parce pas qu'on du se tout. dit souvent Non. que c'est un secteur difficile. Non, j'ai pas du tout accroché directement parce que je comprenais pas le process de la recette, on va dire. Quand j'ai fait toutes mes études, mes secondaires, et même je fais une tentative à l'ICHEC, je fais tout en maths sciences. Et en maths sciences, c'est très facile. On prend un récipient d'une contenance de 2 litres, on met 1 litre d'eau, on met 13 grammes de sel au litre, et on le met à une température de 100 degrés, on a de l'eau bouillante salée. Et on peut tout faire avec ça. Quand on est dans une cuisine, quand on vous dit vous mettez une casserole d'eau bouillante, c'est 5 problèmes. Quelle casserole? Combien d'eau? Combien de sel? À quelle température? Voilà. C'est vrai, c'est compliqué. Donc juste de l'eau salée, c'est déjà un problème pour moi. Ok. Et c'est à quel moment le déclic où vous dites, bon, en fait, j'aime quand même bien. Est-ce que c'est un moment précis ou c'est vraiment à force de persévérer, d'apprendre des choses et avec le temps, on se dit, bon, finalement, j'aime bien ce que je fais là? Alors, c'était donc les débuts ont été très fastidieux et très compliqués parce que voilà, je comprenais pas cette notion en fait de la cuisine qui était pour moi aléatoire et pas vraiment comme en maths sciences sur une recette. Et je pense que c'est 6 mois après le franc est tombé. Le franc est tombé. J'ai commencé à comprendre un petit peu le principe de la vitesse, le principe de l'exécution. Et j'étais dans une bonne petite maison, déjà qui avait le niveau une étoile, j'ai envie de dire. J'ai eu la chance de rentrer directement là-dedans, avec des beaux produits, avec une belle cuisine. Et après 6 mois, j'ai commencé à m'apercevoir que ce que je réalisais, je commençais à le contrôler. Alors maintenant, après, au fur et à mesure des années, on s'aperçoit qu'on recommence tout à zéro à chaque fois qu'on va dans une maison. On rentre dans une nouvelle maison avec des nouvelles habitudes, avec des nouveaux chefs, et donc on a l'impression de repartir à zéro. Et à quel moment, donc vous apprenez, vous commencez dans une maison plutôt sympathique, à quel moment vous vous dites, j'ai envie d'avoir un établissement à moi? Alors, il y a 2 choses. D'abord, j'ai pas fait d'école hôtelière, donc je suis autodidacte. Donc, ce qui implique le fait que j'ai pas les bases de la cuisine comme on les apprend dans une école hôtelière. Donc, tout ce qui est les fonds, les garnitures. Donc, j'ai dû en fait les assimiler au fur et à mesure de mon apprentissage. J'ai commencé comme apprenti de cuisine. Donc, comme on pourrait dire apprenti coiffeur ou apprenti plombier, je sais pas. Et donc, au bas de l'échelle. Et puis, j'ai dû assimiler tout ça et comprendre les principes de la cuisine, avec les bases que j'avais pas. Donc ça a été compliqué, mais j'ai été très vite parce que je m'apercevais que si je voulais un jour maîtriser et pouvoir avoir monté en tout cas, il fallait que j'assimile tout ça. Donc j'ai dû le faire assez rapidement. Et ensuite, les premières recettes qu'on a envie, de créer ou quoi que ce soit, mais on a l'humilité de comprendre que finalement, c'est pas... Voilà, c'est bien, mais c'est pas ça. Donc la création, ça demande des bases, ça demande de l'éducation, ça demande du background en fait.
Et pour pouvoir jouer avec tout ça et pouvoir le maîtriser. Et donc, ça vous a pris combien d'années, vous pensez, avant de pouvoir vous dire... J'y suis pas encore. Bon... Ah, vous y êtes toujours pas? Non, parce que... Mais à un moment donné, vous avez dû prendre la décision quand même de vous lancer. Non, mais on apprend tous les jours. Ouais. On apprend tous les jours et tous les jours, on se remet en question. Mais la première carte que j'ai dû faire vraiment, réellement, c'est quand j'ai fait mon premier restaurant, le Bistrot du Mail, en 93, où là, j'ai été confronté au fait que j'étais seul face à un petit restaurant que j'ouvrais avec un associé, qui était en salle. Donc j'étais face à moi-même et j'ai dû commencer à... Alors le but, c'est de pas justement copier ce qu'on a appris chez nos prédécesseurs, chez les gens qui vous ont formé. Alors évidemment qu'on a appris des méthodes, on a appris des bases, on a appris... mais on va pas recopier les mêmes recettes. Donc il faut commencer à créer son identité, créer ses recettes, créer son style. Et là, voilà, c'était une belle expérience. Est-ce que votre restaurant, ça a fonctionné directement ou Oui, pas? oui. Et vous pensez que c'est quoi qui a fait la différence? Pourquoi est-ce que ça a fonctionné? Alors, on était dans une époque où, donc, 93, je sors des cuisines gastro, des restaurants étoilés, la Truffe Noire, le Skoltezov, d'autres restaurants. Et donc, j'ai eu cette formation, on va dire, cette formation et cette base d'excellence étoilée, et je me retrouve dans un bistrot. Et en fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appliqué dans un bistrot des codes de la gastronomie. À l'époque, il n'y avait pas de nom pour ça. Et en 2003, on a mis un nom, c'est la bistronomie. Je l'ai fait sans le savoir. J'ai appliqué ces codes dans un bistrot. Et donc, ce qui fait qu'il y avait une espèce de savoir-faire, de niveau, qui n'était pas de la brasserie, qui n'était pas du bistrot, et qui parfois, il y avait du travail, il y avait du produit, et c'était la naissance de quelque chose. Et ça a plu. J'avais un associé qui avait un très très beau réseau, qui connaissait tout le monde à Bruxelles. Donc notre duo a très bien fonctionné par rapport à ça. Ok. Est-ce qu'il y a tout ce qui est création, et comme vous dites, c'était la bistronomie, mais vous ne saviez pas encore, vous cuisinez ce que vous avez envie de faire. Oui. Est-ce qu'il y avait quand même un pan business qui se disait, je pense que ça peut fonctionner, ça, vraiment bien fonctionner, ou vraiment on se dit juste, non, je vais cuisiner ce qui me plaît, et on verra bien? Non, j'ai une chance terrible, c'est que j'ai jamais, sauf à mes débuts, mais à partir du moment où j'avais mes restaurants, j'ai eu une liberté exceptionnelle, puisque c'était chez moi, et je faisais exactement ce que je voulais. Alors, dans ces conditions-là, on sait qu'on a, par rapport à un plan business, on a des charges à respecter, on a des coefficients à respecter, et que le fait de travailler le produit à son maximum fait qu'on arrive à avoir des marges plus confortables. Donc, et je le pratique encore aujourd'hui. C'est-à-dire le principe d'un cuisinier, mais que ce soit n'importe quel cuisinier. On jette rien, on récupère, on retravaille, on voit les produits, et c'est vraiment le principe fondamental, ancestral de la cuisine, c'est de récupérer tout ce qu'on peut faire, même des plats où on va, le plat du lendemain. Le plat du lendemain qu'on va retravailler, on va en refaire quelque chose avec. Alors on le fait pas, on travaille pas sur ce principe, on travaille sur ces principes-là. Pas ici, on va pas récupérer des plats qu'on a fait la veille, mais c'est toujours d'optimaliser le produit de manière à ne rien jeter, à garder un maximum et à pouvoir le mettre en exergue et de le retravailler. C'est vraiment, et donc ce plan-là, quand on a son restaurant, mais ça permet d'optimaliser les marges et de faire qu'un restaurant fonctionne. Ok. Votre premier restaurant, pendant combien de temps vous travaillez dans celui-là avant de vous lancer dans un nouveau projet? Cette année. 7 ans, Ouais. Et après 7 ans, vous vous dites que vous avez envie de vous lancer dans quelque chose de nouveau? Non, après 7 ans, j'ai annoncé à mon associé que je voulais quitter parce que je trouvais que j'avais fait le tour et que je voulais pas rester là. Pour moi, la mission était faite. Donc, je lui ai simplement signifié que je voulais partir. Et à ce moment-là, je voulais refaire des grandes maisons en France. Je voulais encore continuer à apprendre. Je voulais encore aller à l'étranger et vraiment voir du 3 étoiles et me nourrir de ça. Et il s'avère que j'apprends que le chalet de la Forêt ici est à remettre.
Et je suis marié avec ma première épouse à cette époque. On va visiter le restaurant ensemble. C'était complètement à l'abandon. Tout était pourri, tout était... Et c'était la chance et l'opportunité d'avoir une vraie grande maison à développer. Et un vrai pari, un vrai... voilà, la plus belle maison de Bruxelles, j'ai envie de dire, pour s'exprimer. Et donc, à la place d'aller dans d'autres maisons, j'ai repris ceci. Je l'ai transformé, je l'ai rénové et je l'ai ouvert pour le réveillon de l'an 2000. Voilà. C'était le challenge. C'était mon anniversaire, c'est le 2 décembre. J'ai ouvert le 2 décembre 99, juste avant l'an 2000. Et encore une fois, est-ce que ça a fonctionné directement? Alors oui et non. C'est-à-dire que le pari de l'époque, c'était... donc ma femme me demande de fermer le samedi-dimanche. Je venais de mettre tout ce que j'avais jusqu'au fond de mes poches pour pouvoir ouvrir ce restaurant. Et moi, l'idée de fermer un samedi, c'était complètement incompréhensible. Et quand on a analysé la situation de l'époque sociale, on s'apercevait que les grands restaurants, par exemple parisiens ou londoniens, fermaient le week-end parce que la vraie clientèle partait en week-end, tous les week-ends fériés, les Ryanair commençaient à être à la mode. On pouvait partir à Barcelone pour 40 euros, j'ai envie de dire, ou même 25 euros. Et donc, le prix d'un restaurant, vous passiez votre week-end à Barcelone. Donc, les gens commençaient à partir, à quitter les villes le week-end. Et donc, j'ai pris la décision de fermer le samedi-dimanche. C'est vrai que je refusais 200 personnes tous les samedis et que le lundi, dans le restaurant, j'avais 20 couverts. Donc ça a été compliqué, je me suis accroché, j'ai tenu, et il s'avère que j'ai réussi avec le temps, avec la première ou la deuxième année, à inverser le process et à faire des lundis qui étaient meilleurs que des samedis. Ok. Voilà. Vous disiez que dans votre premier restaurant, vous pouviez cuisiner ce que vous voulez. Il y avait un peu cette possibilité de créer vraiment au sens large. Vous avez pu créer plein de choses. Ici, c'était quoi l'ambition au niveau de l'assiette dans la cuisine? Vous vouliez que les gens retrouvent quoi en venant au Chalet de la Forêt quand vous avez commencé? Alors, quand j'ai ouvert, vu la taille de la maison, vu la configuration géographique, on était à côté du Ring, on est à côté de Bruxelles, on est juste un peu en face de la forêt, on a du terrain pour faire un petit potager. L'idée première était de refaire une grande maison de bouche, comme on aurait pu l'imaginer. Comme j'ai travaillé au Skoltezhof, par exemple. Skoltezhof, c'était un restaurant 2 étoiles à côté d'Asselt, où il y avait 7 à 10 hectares de potager, une grande maison relais château, grande table du monde. Et moi, quand j'ai eu la chance de connaître ça dans mon apprentissage, c'est vrai que ça m'a servi. Et quand j'ai ouvert ceci, évidemment, cet ancrage, cette expérience m'a bénéficié. Et donc, j'avais envie de recréer une grande maison où tout était fait dans la maison. Donc, on a fait les pains. À l'époque, ça se faisait pas vraiment. Quand je faisais du saumon fumé, je le fumais moi-même. J'achetais du saumon, je le salais, je le fumais. Donc, toutes les étapes, de pouvoir tout faire en interne dans une grande maison. On faisait, à l'époque, 3-4 préparations de foie gras différentes. C'est tout ce dont je m'étais nourri, tout ce que j'avais appris, j'essayais de m'en servir ici pour recréer quelque chose. Ok. Le Chalet de la Forêt est une maison doublement étoilée. Est-ce que vous vous y attendiez à ce que, même la première étoile, est-ce que vous vous y attendiez à ce que ça arrive? Est-ce qu'on se prépare pour ça? Est-ce qu'on se dit, je vais faire un restaurant et on va espérer qu'il y ait une étoile? Ou vraiment on s'y attend pas et un jour ça arrive? Non, quand on fait un travail tous les jours, tous les midis, tous les soirs, c'est vraiment, je veux dire, on travaille dans un but, on essaye d'approcher de quelque chose, on essaye d'approcher de l'excellence, on veut vraiment mettre son identité, mettre sa personnalité, avoir sa cuisine. Donc les gens qui viennent, finalement, c'est eux qui vous parlent de l'étoile. C'est pas nous tous les jours en arrivant le matin, on pense pas à travailler pour une étoile. On pense à travailler pour respecter des produits, pour atteindre ce qu'on peut faire de mieux, en se remettant en question tous les jours. Donc forcément, il y a une sorte
de choses qui se créent. Les clients, les journalistes qui viennent vous voir, vous parlent de l'étoile, c'est pas vous qui y pensez. Tu seras le prochain l'année prochaine, tu seras... Et bon, alors finalement, on y croit aussi, parce que c'est quelque chose qui ouvre des portes. La première étoile, quand on fait des investissements pareils, ben oui, ça peut aider. C'est 30 à 35% de chiffre d'affaires en plus. C'est une notoriété qui se crée, donc il y a des nouveaux clients, il y a des gens qui viennent vous voir. Donc il y a quelque chose qui se met en place naturellement. Donc les premières années, ben j'étais boudé par Michelin. Voilà, c'était comme ça. Il y avait des raisons par rapport au directeur de l'époque qui, je pense, qui m'a trouvé trop ambitieux et qui m'a bloqué pendant des années. Ça, c'est de notoriété publique. Et donc, c'était un peu la déception les premières années. Et on s'apercevait que l'équipe que vous aviez formée, c'était tous des jeunes qui venaient travailler, ils vous quittaient une semaine après pour être dans le nouveau restaurant Michelin, étoilé de l'année. Et donc, j'ai dû recommencer comme ça plusieurs fois, des nouvelles équipes, pour y croire et pour finalement, après 8 ans, décrocher une étoile. Est-ce que quand on la reçoit, comme on dit, à la base, on s'y attend pas, on cherche même pas ça, on veut juste faire du bon travail. Et ça arrive un peu par les retours des clients, etc. Mais est-ce que quand c'est arrivé, c'était un peu, pas une libération, mais il n'y a pas forcément beaucoup de récompenses qui peuvent exister dans ce secteur-là. Est-ce que c'est quand même... Est-ce que vous vous souvenez de comment vous êtes senti le jour où on vous a annoncé que vous allez avoir une étoile? Oui, c'est un Graal, il n'y a rien à faire, bien sûr. On fait partie d'une sorte... c'est comme avoir un César ou un Oscar, je veux dire. Et c'est pas pour ça que vous êtes le meilleur restaurant, vous êtes celui qui a été récompensé de l'année. Et si vous êtes récompensé par le travail que vous avez fait les années précédentes. Donc vous avez été surveillé, vous avez été contrôlé, vous savez que c'est toujours anonyme, on ne sait pas qui vient, vraiment. On ne sait pas se préparer à ça. Si maintenant un inspecteur va venir déjeuner à midi, il va peut-être venir, on ne sait pas s'il va prendre le tourteau, la langoustine, le homard, le foie gras. On ne sait pas, on ne peut pas tout d'un coup sortir le meilleur pigeon parce qu'il est là. Ça fait partie, il va venir contrôler à l'improviste, dans l'anonymat. Et voilà, c'est quelque chose qui en soi est assez bien fait. Et le jour de la sortie du Michelin, oui, on est toujours anxieux, on se demande si vous serez parmi les lauréats. Et ce jour-là, oui, il y a quand même quelque chose qui se passe. Et puis, oui, les gens viennent vous voir, les gens qui vous connaissaient pas, ou même, et c'est ça aussi qui est le plus intéressant, c'est votre clientèle. En fait, votre clientèle est très fière d'avoir cru en vous depuis des années et de pouvoir vous dire, on était là, on vous a suivi. On était là depuis le début, depuis le bistrot du Mail. Et j'ai ça encore tous les jours, toutes les semaines. Des clients qui sont là après 30 ans et qui vous disent, vous vous souvenez quand on venait manger chez vous? L'air de dire, on croyait en vous. C'est quand même exceptionnel de voir ça. Et est-ce qu'après ça, il n'y a pas encore plus de pression? Moi, je me pose la question parce que on a une étoile, il y a plus de clientèle, il y a même la renommée même médiatique, etc., etc. Est-ce que ça rajoute pas du stress maintenant qu'on a le Graal, ou est-ce que c'est un relâchement? Ça a été un relâchement pour vous? Non, mais on vit avec tous les jours, on vit avec cette idée de... Mais vous savez, je pense que cette notion de cuisine, tout cuisinier qui a envie de transmettre, qui a envie de donner, qui a envie de... c'est exactement ce que je disais au début. On fait un travail quotidien, on a des produits qui arrivent tous les jours. On peut plus travailler dans on a envie d'avoir la plus belle sole, d'acheter la plus belle sole, la plus fraîche, on a envie d'en faire quelque chose de... Quand on a la chance d'avoir entre les mains des produits d'exception, on veut pas le bâcler, on veut le mettre en évidence. On veut que le client qui va le manger vous dise, ah, c'est dingue ce qu'on a eu dans l'assiette, la qualité de ce produit, la cuisson de ce produit. Donc il y a énormément d'amour. C'est un geste d'amour de pouvoir cuisiner. Cet amour, on doit le transmettre. C'est comme une maman qui va cuisiner pour ses enfants. Ouais. C'est la même chose. La cuisine, c'est quelque chose qui se passe tous les jours, 3 fois par jour, toujours autour d'une table,
que vous soyez chez vous en famille, que vous soyez ici dans un restaurant pour du business, pour demander votre petit ami en mariage, pour faire fêter l'anniversaire de quelqu'un, les grands-parents, le fait d'avoir réussi à l'école, tout se passe autour d'une table. Oui. L'amitié, enfin, il y a tous ces moments de la vie, un moment se passe autour d'une table. Dans ce moment-là, il faut qu'on passe un moment d'exception, un moment d'amour, un moment d'émotion aussi, parce qu'on transmet des émotions par rapport à notre travail. Donc tout ça, ça doit compter. Tout ça, donc on est là, on a une équipe de salle d'abord, parce que l'accueil du client, il va se passer dès que vous allez franchir la porte. Et à partir de ce moment-là, le moment doit être magique. Donc, à partir du moment où on va dire bonjour, jusqu'au moment où on va vous dire au revoir, merci pour votre visite. Mais voilà, vous allez être pris en main, vous allez passer un moment. Et la cuisine est une partie de ce moment. Il y a la sommellerie, il y a l'accueil, il y a tout ça, fait que tout ça compte. Ok. Il y a eu la première étoile, Oui. il y a eu la deuxième. Oui. Est-ce que ça, on s'y attend alors ou pas? Alors la deuxième, moins. Je savais que j'avais été visité pour 2 étoiles l'année d'avant, parce que là, je l'ai vu. J'ai vu la table, et on l'a pas eu. On l'a pas eu parce que j'ai appris par la suite que il y avait des choses qui étaient tout à fait 2 étoiles, d'autres qui l'étaient peut-être pas encore absolument. Et puis j'ai plus vu Michelin, enfin je l'ai pas vu, ils sont sûrement venus, mais j'ai pas senti être visité, j'ai pas senti être approché. Et c'est l'année d'après, ça a été une grosse surprise d'avoir 2 étoiles. Oui, je m'y attendais pas. Est-ce que ça fait le même effet que pour une première étoile? Oui, Est-ce qu'il y a encore une oui. augmentation de la clientèle? Est-ce que ça change encore quelque chose ou c'est vraiment la première, ça c'est incroyable et en fait, bon, la deuxième c'est plus un titre mais pas vraiment un changement dans l'impact. Non, la première était un premier pas. Et puis 4 ans après, la deuxième, elle est venue, j'ai envie de dire, assez vite. Et puis en fait, on bosse. Et parfois, on se rend même pas compte du travail qu'on fait tellement, voilà, on est, j'ai envie de dire, la tête dans le guidon à travailler tous les jours, essayer de sortir, de tout ce qu'on peut sortir de soi et d'une équipe. De satisfaire tout le monde. Et puis voilà, la deuxième étoile vient. Et ouais, c'était une grosse fête. Ouais. C'était vraiment. C'était un grand moment. Ouais. Un grand moment d'émotion. Ouais. Quand on travaille depuis tant d'années, qu'on a investi autant de temps et d'efforts et qu'on a appris tellement de choses, etc. Quand on a un peu ces 2 étoiles, qu'on a un bel établissement comme celui-ci, qui a un peu les retours autant médiatiques que du public que des clients, etc., qui sont plutôt unanimes et positifs, qu'est-ce qu'on chasse après tout ça? Quand on rentre et qu'on se dit, bon, on a 2 étoiles, on fait bien notre travail, même les équipes, c'est super, etc. Mais qu'est-ce qu'on chasse après tout ça? Ouais, d'abord, c'est déjà pas mal de la garder. Hein, faut quand même tous les jours, c'est en fait c'est 2 prestations par jour, c'est midi et soir. Donc il faut la garder, il faut garder ce feu qu'on a en nous, cette passion, parce que c'est un métier de passion. Cette passion qu'on a en nous, c'est tout le temps, c'est une remise en question. Je pense que c'est indispensable tous les matins en se levant, c'est de pouvoir se dire comment on va pouvoir faire pour faire tout ce qu'on fait tous les jours, mais le faire mieux. Qu'est-ce qui fait qu'on va pouvoir s'améliorer, garder son identité, parce que ça aussi, c'est de pas tomber dans les modes, ça c'est très important, je pense, dans notre métier, c'est de garder son identité et de pas s'oublier dans des travers de mode ou quoi que ce soit. Alors évidemment, la cuisine passe par des phases. Il y a eu la cuisine moléculaire. Voilà, moi, c'est quelque chose qui me parlait pas, mais on se sert quand même de principes ou de choses qui ont été mises en exergue à ce moment-là. Donc, bien sûr, mais on n'est pas du tout là-dedans. La cuisine, les tendances asiatiques, on va pouvoir parfois se servir de techniques, de choses comme ça. On a une identité, on doit travailler là-dessus. On a nos clients, c'est très très important, qui vous suivent et qui vous commentent un petit peu le travail que vous faites.
avec des plats signatures qui vont revenir manger tous les ans, et puis les nouveaux plats qui veulent découvrir. Et c'est toute cette énergie qui va faire que on se lève tous les matins avec le feu et on doit entretenir tout ça. Donc vous l'expliquez, il y a énormément de travail, il y a énormément de choses mises en place. Quand est-ce que arrive dans votre esprit le projet Amen? Quand est-ce que vous dites, bon, avec tout ce que Amen j'ai, est un. je Ouais. vais Alors, ajouter Amen, c'est ces très trois, ouais. amusant parce que c'est un. Amen, c'est un peu des rencontres. C'était l'idée de. Quand quand j'ai vu ce restaurant que je connaissais depuis des années à remettre, et ça a été l'Océan dans les années 90. Qui était un endroit incroyable, d'un dynamisme fou. Et puis ça a été le portrait de famille qui a été pour moi, enfin voilà, j'étais pas client là, mais j'avais encore cette image de l'océan. Et ce petit restaurant sur un coin à côté d'une place m'a beaucoup fait penser à mon premier restaurant de Bistrot du Mail. C'était un peu le même esprit, la même idée. Et j'ai voulu refaire, je pense, à ce moment-là, ce que j'avais aimé dans le bistrot du Mail. Un restaurant de copains, un petit restaurant où on est sur les produits, on mange bien, pas gastro, mais très chouette. Et c'est une aventure c'est ma femme Pili Colado qui l'a complètement remis au goût du jour, complètement, qui a pris qui a fait l'architecture, qui a donné l'identité du lieu. Où dans ce lieu, ce qui m'a beaucoup plu, c'est que le pari de départ, c'était de ne rien avoir, de ne pas choisir des marques. Donc on voulait que ce soit très personnel. Que ce soit complètement fait tout était fait sur mesure pour moi. J'ai eu une chance exceptionnelle de pouvoir tout choisir, de n'avoir aucune référence connue, ni dans le mobilier, puisque tout a été dessiné, dans les luminaires, tout était fait pour moi. Et puis dans ce principe-là, j'ai dit voilà, j'ai envie de faire travailler des artisans, j'ai envie de faire travailler des petits producteurs, j'ai envie de faire travailler des petites marques. On a, par exemple, j'ai envie de dire, il n'y a pas aucune bière connue, il n'y a aucun vin, champagne connu de marque. Ce sont que des petits producteurs. Ok. Et tout l'esprit d'Amen a été fait là-dessus. Et là-bas, qu'est-ce qu'on retrouve dans son assiette? J'ai un chef qui a passé 5 ans au chalet, qui était un type extraordinaire, qui s'est mis comme si c'était sa maison, qui cuisine tous les jours, avec aussi vraiment beaucoup de passion. Et Adrien, qui depuis le départ est là, donc j'essaye de lui transmettre ce que j'ai envie, et lui, en fait, transmet ce qu'il lui a envie. Et ça se passe très bien. Et c'est très très chouette parce que je lui fais entièrement confiance. C'est une cuisine de qualité, c'est une cuisine vraiment à la fois familiale parce qu'on fait le poulet tous les samedis midi, on fait le poulet rôti. Donc quand je dis familial, c'est parce que c'est un moment où les amis vont se retrouver, les familles vont se retrouver, les habitués vont se retrouver autour d'un poulet. Mais quand vous goûtez ce poulet-là, avec les salades, la manière dont il travaille, la manière dont il est fait, c'est plus un poulet, c'est un grand plat. Et c'est ça aussi. C'est de parfois, dans la simplicité, c'est de retrouver des grands plats. On comprend pas comment c'est fait tellement c'est bon, mais c'est du travail. Et souvent, ce que j'appelle le less is more, c'est vraiment de délaisser le superflu pour se concentrer sur l'essentiel. Et c'est le principe même de la cuisine. C'est qu'est-ce qui reste? C'est le travail, c'est le produit et c'est l'amour. Donc, on est là-dedans. Il me reste trois petites questions. Quand on est Pascal de Valkenir, quand on est chef, est-ce qu'on cuisine beaucoup chez soi? Ou pas, justement? Alors, on cuisine pas beaucoup, mais quand on cuisine, on a le plaisir de cuisiner pour des amis, oui. Ok. Et ça, c'est le Graal. C'est vrai, ils ne demandent pas en permanence que vous cuisinez quelque chose. Pardon? Les amis ne demandent pas en permanence que vous cuisiniez quelque Non, mais chose. j'aime bien réunir des amis autour d'une table. Et mon challenge à ce moment-là, c'est surtout pas de faire ce que je fais dans mon métier, ce que je veux dire dans le gastro, avec des petites garnitures, des choses comme ça. C'est d'aller à l'essentiel sur quelque chose de simple, de percutant, de brut, mais à la fois très raffiné. Donc c'est parfois un plat, je me laisse 1 heure de préparation. Je cuisine pas toute la journée, j'ai pas envie, mais je me laisse 1 heure pour faire quelque chose qui va pouvoir plaire à 8 à 10 personnes.
Ok. En retirant évidemment vos établissements, c'est quoi votre adresse favorite à Bruxelles actuellement? Ça peut changer, Non, c'est un évoluer. piège, ça. Oui, c'est un piège. Vous n'avez pas un restaurant, mais c'est pour ça que c'est très actuel, hein. Mais en ce moment, un restaurant que vous aimez bien. Non, mais il y a des. Alors, il y a. Ce que j'aime beaucoup, c'est ce que je fais pas spécialement ici, c'est aller. J'adore la cuisine asiatique, comme j'ai envie de dire. Le dimanche soir, je vais aller plutôt manger chez Maru, par exemple, coréen. Le samedi midi, j'irai chez Carbone manger un ramen, parce que j'adore ça. Et quand je suis avec ma fille ou avec ma femme, j'aime bien aller manger asiatique. Et j'irai manger japonais au Nombega Gaku, qui pour moi reste quand même le meilleur japonais de Bruxelles. Ok. J'ai une dernière question, c'est que vous avez fait votre chemin donc dans la restauration, un bel empire, mais c'était quoi votre rêve plus jeune, avant même l'école d'ingénieur commercial? C'était quoi votre première passion où vous vous étiez dit quand j'étais petit, oh je rêverais de faire ça, avant tout ça? Mais j'ai jamais su, justement, je pense que j'avais pas, j'ai fait beaucoup de sport, j'ai fait beaucoup j'ai toujours aimé les voyages. Et quand, pour en revenir à la première question, c'est mon père qui m'a dit, voilà, c'est un métier que tu vas pouvoir voyager dans le monde entier, juste avec tes mains, ton savoir-faire, et pouvoir t'exprimer partout. Et j'ai pas énormément voyagé pour mon métier, mais enfin, oui, j'ai fait des voyages, mais je suis resté essentiellement basé sur Bruxelles. Mais je pense, c'était, sans le savoir, j'avais besoin de pouvoir m'exprimer dans quelque chose, et la cuisine m'a servi à ça, oui. Et me Ok, sert toujours à ça, et me servira encore longtemps à ça. ok. Merci beaucoup pour votre temps, Merci à c'était vous, c'était super. génial. Legendary.